Ok, bonjour à tous. Bienvenue sur la page AFG Holding. Ce matin, nous sommes là vraiment pour une cause qui nous tient à cœur. Et on va parler du cancer du sein. Et nous sommes ce matin avec deux docteurs qui vont se présenter tout à l'heure. L'objectif pour nous, c'est vraiment de faire une éducation et une sensibilisation sur cette maladie qui malheureusement détruit de plus en plus sous nos cieux ou à l'international. Donc je me présente, je suis Muriel Appa, chef de département contrôle permanent au sein de AFG Holding. Donc sans plus tarder, je vais laisser le soin à nos deux docteurs ici avec nous ce matin pour se présenter. Donc allez-y docteur. Merci, merci Madame Muriel. Je suis Bruno Janji, médecin généraliste. Ok. Ok, moi je suis docteur Touré Angèle, je suis médecin et interne des hôpitaux. Ok. Voilà. Donc bienvenue docteur et merci de nous avoir honorés de votre présence ce matin. Donc je pense que nous allons directement rentrer dans le but du sujet. Et on va peut-être laisser docteur Touré faire une brève introduction sur l'importance, on va dire, de la sensibilisation sur le cancer du sein. Euh, Sensibiliser sur le cancer du sein. Le cancer du sein, déjà, c'est tellement quelque chose qui est vraiment un problème de santé publique. Quand on dit problème de santé publique, c'est vraiment un problème qui intéresse tout le monde entier. Tout le monde entier est focalisé sur ce problème-là parce que ça a une grande incidence. C'est une maladie, le cancer, qui a une grande incidence. Donc, c'est vraiment important que les gens sachent, en fait, vu la gravité de la maladie, que les gens sachent, en fait, qu'est-ce qu'il faut faire, comment prévenir. Parce que ça ne sert à rien, en fait, d'attendre que la maladie soit installée, que ce soit trop tard avant d'en parler. Mais c'est bien que les gens puissent savoir comment ça se manifeste, comment on peut revoir, comment on peut prévenir cette maladie-là. D'accord. Pour qu'on ne puisse pas être là, genre médecin après la mort, en fait. C'est un peu ça, un peu ce que je peux dire. D'accord, merci. Docteur, vous voulez rajouter quelque chose? Je dirais que, comme elle a précisé, aujourd'hui, de plus en plus de personnes sont touchées par ce cancer. On verra qu'on décrète un mois, on le dédie dans le monde entier. C'est ça. De sensibiliser sur le cancer du sein. Ce n'est pas anodin, c'est parce qu'on constate de plus en plus que de plus en plus de personnes sont affectées. Et malheureusement, les dépister tardivement, on a de moins en moins de moyens de pouvoir combattre bien efficace contre cette maladie. Ok. Donc, plus précocement, voilà, on sensibilise encore. Il y a des gens qui organisent des marches, notamment même cette entreprise qui l'a fait. Ok, on va y en revenir, hein. Vous avez l'opportunité justement de nous poser des questions justement via les commentaires, donc n'hésitez pas. Donc j'ai envie de demander là tout à l'heure, tout de suite là, au docteur Touré, qu'est-ce que le cancer du sein? D'accord. Le cancer du sein, donc, comme tout cancer, c'est d'abord une maladie qui attaque la cellule. Donc, c'est la cellule qui est concernée. Déjà, il faut savoir, tout le monde connaît ce que c'est qu'une cellule. Une cellule, déjà, c'est l'unité fonctionnelle de l'organisme. Donc, tout part des cellules. Même quand vous voyez votre peau, là, c'est un tas de cellules, en fait. Ok. Des cellules qui se mettent ensemble, qui forment les tissus et tout. Et le cancer, en fait, c'est une cellule qui va commencer à se multiplier. Les cellules vont commencer à se multiplier de façon anarchique. Parce que normalement, en fait, toutes les cellules de l'organisme se multiplient et l'organisme contrôle cette multiplication des cellules. Vous voyez, l'organisme contrôle cette multiplication. Mais dans le cas du cancer, et notamment le cancer du sein dont on veut parler, c'est un ensemble de cellules qui commencent à se multiplier au niveau du sein, au niveau de la glande même, de la glande mammaire. D'accord. Qui commence à se multiplier de façon anarchique et incontrôlée. Donc, de sorte à ce que l'organisme ne peut plus contrôler cette multiplication-là. Du coup, elle se multiplie, se multiplie, se multiplie. Et ça fait une masse dans le sein. Donc, vous verrez en fait que dans les symptômes, on en parlera tout à l'heure, il y a cette multiplication anarchique, ça va se transformer en une masse dans le sein. Donc, le sein va devenir volumineux et tout. Donc, le cancer du sein, c'est une multiplication anarchique de cellules au niveau de la glande mammaire. Et ces cellules-là peuvent... Le problème, c'est qu'elles ne vont pas rester là. Elles vont se multiplier et elles risquent de partir ailleurs. Elles vont partir dans le ganglion
et après passer dans le sang. Et c'est ça vraiment qui est c'est Qui ce qu'on aggrave. redoute en fait. On Ok. redoute que le cancer, quand il est diagnostiqué trop tardivement, il est déjà au niveau du sang. Quand les Ça cellules attaque le passent au sang. niveau du sang, ça devient un autre problème parce qu'elles vont aller développer d'autres foyers indépendamment du premier foyer qui était là. Ok. Donc, elles vont s'attaquer à d'autres organes dans l'organisme. Ça peut être au niveau des os, ça D'accord. peut être au niveau des poumons et tout. Ok. Donc, c'est ce qu'on redoute. Je ne sais D'accord. pas si Ok, vous merci. voulez ajouter quelque chose. Vous voulez rajouter quelque chose, docteur Adjé? D'accord, il faut juste préciser encore au niveau de la gravité qu'aujourd'hui, le cancer du sein à lui seul représente 10% Ouais. de tous les cancers qui atteignent les femmes. Tous les cancers, donc c'est clair qu'on sonne la sonnette d'alarme, on en parle, on en reparle. Plein de femmes en souffrent. C'est ça. C'est vrai qu'on parle généralement du cancer des seins et des femmes, mais il faut aussi signifier que les hommes sont touchés par le cancer du sein. Vous avez un mot à dire dessus? Effectivement, les hommes sont touchés par le cancer du sein, peut-être à minima. Hein. Les femmes sont plus concernées, mais il fallait que tout le monde le sache. Les hommes sont également concernés par le cancer du sein. On n'en parle pas peut-être assez juste parce qu'il n'y a pas assez de cas, mais il faut le notifier. Les hommes sont concernés par le cancer du sein. Ça les atteint également. D'accord. Donc, hommes et femmes sommes tous concernés par cette cause qui justement a dédié ce mois d'octobre pour en parler. Alors, je voudrais savoir un peu quels sont les facteurs de risque qui sont associés au cancer du sein. Est-ce que, docteur Adjé, vous avez un mot à dire dessus? D'accord. Déjà, merci de parler des facteurs de risque. Sur d'autres choses, les gens disent toujours est-ce qu'il y a une cause au cancer du sein? On ne parle pas de cause. D'accord. Quand on commence à parler de cancer, on ne parle pas de cause. On parle plutôt de facteurs de risque. Okay. Donc, dans certains écrits, les classes en 3, d'autres en 2. Ici, on va plutôt les classes en 2. Il y a des facteurs de risque dits non modifiables sur lesquels on n'a pas vraiment d'influence. Okay. On ne peut rien changer à ces facteurs-là. Et puis, il y a des facteurs de risque sur lesquels on peut quand même jouer, ce qu'on appelle facteurs de risque modifiables. Donc, classés comme ça. Quels sont les facteurs de risque, par exemple, qui sont non modifiables? C'est ça. Il y a notamment le sexe. Okay. Donc, on l'a dit tout à l'heure, les hommes sont concernés de moins. Donc, oui, le cancer du sein affecte majoritairement les femmes. Donc, quand on est femme, on est plus susceptible d'avoir un cancer du sein. À côté de cela, il y a l'âge. Il faut savoir que généralement, les gens, on découvre généralement le cancer du sein dans une fourchette de 30 à 50 ans. Et généralement, même après 50 ans, plus de 80% des femmes concernées dans le monde entier par le cancer du sein a découvert ça après 50 ans. D'accord. Enfin, à côté de cela, il y a aussi encore, toujours chez les femmes, par exemple, le fait d'avoir les menstrues trop tôt. D'accord. Peut-être pas signifié au départ. Ça, c'est important de le dire. Oui, c'est un cancer hormonodépendant. D'accord. Par exemple, quand vous êtes pendant assez longtemps, un peu trop longtemps, exposé aux hormones, vous pouvez être susceptible de plus facilement développer ce cancer-là. Donc, par exemple, les femmes qui commencent à avoir, parce qu'on sait que le cycle menstruel, naturellement, il est régulé par les hormones chez les femmes. Donc, les femmes qui ont les règles assez tôt seront plus longtemps exposées aux hormones. Donc, elles sont plus susceptibles notamment de développer un cancer du sein. Et les femmes qui ont leur ménopause tardive, ça va de soi. Si tu as été exposé quand tu as commencé assez tôt, si tu as des ménopauses tardives, naturellement, tu es plus exposé. Donc, ces femmes aussi, naturellement, sont susceptibles de développer plus le cancer du sein. À côté de cela, il y a la réalité, par exemple, des antécédents. Il faut savoir que on le transmet, on le transmet génétiquement. Si vous avez eu, par exemple, des parents, on parle de premier degré, de deuxième degré, donc une personne est plus susceptible de développer un cancer du sein si, par exemple, sa mère a eu le cancer du sein. Si une soeur, ça c'est quand on parle de la famille proche, si une soeur a eu à développer un cancer du sein. Le deuxième degré où ça concerne plus les nièces, les cousins, les cousines. Dès que vous voyez que dans la famille, il y a des gens qui ont eu le cancer du sein, vous également, vous pouvez plus facilement développer le cancer. Dernièrement, les études ont montré aussi qu'il y a une modification génétique
Parce Ok. que le contrôle de l'organisme, comme elle introduisait, Mm. est généralement, c'est un contrôle qui se fait au niveau des gènes. Donc, une modification, une incidence là-bas se transmet naturellement. Donc, on parle dans notre jargon du gène BRICA. Une Ok. modification de ce gène-là, éventuellement, Être un facteur de voilà, risque. quand on le découvre, maintenant, ça c'est le groupe des facteurs sur lesquels on n'a pas d'incidence. D'accord. Mais il y a des facteurs de risque sur lesquels, qui dépendent en fait de notre individu, sur lesquels on peut jouer naturellement, commencer un peu, je dirais, à D'accord. À s'éloigner du pouvoir, cancer ok. du sein. Donc, il y a notamment la, non, là, pas de primiparité, la première grossesse. D'accord. Quand on a nos premiers enfants trop tardivement, Grossesse. on est plus exposé au Quand vous cancer du dites sein. trop tardivement, est-ce qu'il y a peut-être une tranche d'âge justement qui est plus concernée? Certains situeraient le trop tard après 25 ans, Ah, certains professeurs, et d'autres situeraient le trop tard après 35 ans. Ce sont des histoires, d'accord. Donc la des fourchette calculs en fait. 25-35 Voilà, peut mais être. idéalement, on conseille aux jeunes dames d'avoir assez tôt, 18 ans, 20 ans, 22 ans, avoir déjà leurs premiers enfants. Il y a aussi le fait que dans le même cadre là, les dames qui n'ont pas assez d'enfants. D'accord. Donc, Donc quand une on en dame qui fait a un un ou seul deux, enfant, on est plus susceptible de développer un cancer du sein que par exemple une dame qui en a fait 3, 4, 5, 6. est-ce qu'on sait aujourd'hui ce qui explique, qu'est-ce qui pourrait expliquer cela? On pourrait tout de suite indexer l'autre facteur de risque qui vient. Mm, Les femmes, par exemple, qui n'allaitent pas d'accord. leurs enfants sont plus susceptibles de faire le cancer du sein. Ok. Donc, voilà, quand on n'en fait pas assez, l'allaitement joue un rôle important. Les femmes qui allaitent leurs enfants, les femmes qui utilisent l'allaitement maternel pour leurs enfants, D'accord. ont moins de risque de développer un cancer du sein que celles qui n'en font pas du tout. Voilà. D'accord. Et à côté de ça, il y a le mode de vie, le comportement de la vie de tous les jours. Le tabac. D'accord. Le tabac est un facteur de risque majeur de presque tous les cancers. Mais comme aujourd'hui on parle spécifiquement du cancer du sein, Mm, oui, c'est un facteur de risque du cancer important. du sang. Important d'ailleurs, le tabac. Et quand je parle de tabac, je ne parle pas seulement de cigarette. Je parle de tout ce qui envoie de la fumée dans l'organisme. Ok. Hein? On le dit par moment même dans le cas du cancer du poumon, où Mm, on indexe beaucoup plus le tabac. Les dames qui tout le temps sont dans la fumée. Les dames d'accord. qui Qui ont font fumé. les dames qui vendent Ouais, même la la nourriture et nourriture, tout les ça sont boissons fumées. exposées. Voilà, c'est là. Elles doivent se faire suivre particulièrement D'accord. parce que c'est tout le temps la fumée. Donc la fumée, globalement, Mm, voilà, est un facteur de risque du cancer du sein. Après ok. ça, il y a l'alcool. Ok. L'alcool est un facteur de risque du cancer du sein. Il faut boire qu'à des occasions de fête, surtout sur les dents, il faut le dire ça. C'est vrai que quelques-unes ont fait une habitude. On dit un verre de vin, c'est pas tellement mauvais. Mais si vous pouvez vous en tenir aux circonstances de fait, ça serait bien. Parce qu'on est déjà assez exposé. On a parlé des facteurs sur lesquels on ne peut pas jouer. C'est Naître ça. déjà femme ou les attraits génétiques, tout ça. Encore venir adopter un mode de vie compliqué, ça ne serait pas bon. Donc, il y a aussi l'alimentation. D'accord. Il y a aussi l'alimentation. On peut jouer sur l'alimentation. Nous avons le cas des facteurs de vie modifiables sur lesquels on peut avoir une influence, une incidence. Donc, il faut manger sain. Hein, les gens font la pub, consommer 3 fruits et légumes par jour. On en parle, on en reparle, on en reparle. Et Oui, c'est c'est ça. important. Donc, une alimentation riche en fibres et en fruits nous aide à éviter en griffe, sinon à être moins susceptible de développer un cancer du sein. Hein. Ok. Et une alimentation un peu pauvre en gras, pauvre aussi en viande rouge, Ok. hein, nous aide à nous éloigner quelque peu du cancer du sein. À côté de ça, il y a le sport. Ok. Le sport. Donc la sédentarité est un facteur de risque Ok. du cancer du sein. L'inactivité est un facteur de risque. Donc, jouer contre, c'est naturellement le sport. Il faut bouger. C'est une chose sur laquelle tous les praticiens, hein, tous les gens du sport sont d'accord, c'est que le sport est bénéfique pour tout. Et le Oui, cœur, ça. et tous les organes, c'est bénéfique. Donc vraiment, hein, la sédentarité, il faut l'éviter. Aujourd'hui, les gens, même pas à la boutique, tout près, on prend la On prend la voiture, voiture. pas au supermarché, on prend la voiture, tout se fait, on pousse tout. Il faut bouger les membres, il faut aussi faire ça. Hein. À côté de ça, il y a la grande exposition aux contraceptifs. Voilà. Il faut faire attention à les dames qui prennent des pilules
sur le long terme. Parce qu'on ne veut pas tout de suite avoir d'enfant. On revient à justement l'exposition aux hormones. Aux hormones, encore le jeu hormonal, tout ça. Donc, il faut faire attention. Et on classera en dernière position l'absence du dépistage. On en parlera. On en parlera. C'est un facteur de risque. Il faut le mettre là. Parce que les gens qui ne pratiquent pas, les gens qui ne suivent pas les conseils, c'est généralement sur eux qu'on vient découvrir quand c'est trop tardivement et on ne peut plus rien faire. Ouais, on y reviendra. En tout cas, merci beaucoup, Dr Adjei. Nous avons compris qu'il y avait beaucoup de facteurs de risque modifiables et non modifiables. Malheureusement, ceux-là, on ne pourra pas jouer sur eux. Et je pense que ça a été vraiment très bénéfique de partager ces informations-là, notamment sur la ménopause tardive, l'apparition des menstrues rapidement qui nous expose à une longue, on va dire, longue exposition aux hormones durant la vie, et tant de femmes sont concernées par ces points-là, et nous voulons vraiment que ces facteurs de risque non modifiables soient une alerte pour chacun de nous. Étant maintenant sur les facteurs de risque modifiables, il faudrait adopter vraiment ce mode de vie sain avec le sport, comme le docteur insistait sur le fait de bouger. Bouger, c'est vrai que nos modes de vie actuels avec le monde professionnel nous laissent dans un canevas vraiment qui empêche certains de pouvoir pratiquer le sport. Mais tant qu'on peut, dans nos journées, pratiquer de la marche, 15 minutes, 20 minutes, ça pourrait sauver des vies. Et nous allons rentrer dans le vif du sujet avec vraiment comment faire en sorte de pouvoir savoir très rapidement, comme le docteur Touré l'évoquait tout à l'heure, de savoir quels sont les signes et les symptômes qui nous permettent de pouvoir détecter cette maladie-là très tôt. Donc, docteur Touré, on vous écoute. Donc, en termes de signes de cancer du sein, déjà, vous allez constater une masse. Généralement, c'est une masse. Généralement, c'est une masse dans le sein, une déformation. Donc, déjà, premier signe, c'est une masse. Vous allez vous rendre compte que le sein devient plus volumineux que l'autre. C'est vrai que chez les femmes, on a souvent cette tendance à avoir un sein plus gros que l'autre, mais ce n'est pas de façon exagérée, en fait. D'accord. Donc, toutefois, qu'on va constater une masse, une déformation qui va se voir même déjà, elle est devant le miroir et elle voit même qu'il y a une déformation, en fait, inhabituelle, une boule dans le sein, ou bien elle a palpé, elle a senti qu'il y a une boule. Donc, déjà, une masse. Autre chose qu'on peut avoir, c'est, en termes de déformation du sein, on peut avoir une fossette au niveau du sein. Donc, comme les fossettes qu'on voit, donc, on a l'impression que le sein est déprimé par endroit, une fossette au niveau du sein. On peut avoir un écoulement au niveau du mamelon. Quand on est à le presser, tu as quelque chose qui ressemble à du sang qui sort du mamelon spontanément. Donc, un écoulement mammaire, c'est problématique. Il faudrait, quand on constate ça, chercher à avoir un médecin. Ça peut être aussi au niveau de la peau, une modification de la peau. Donc, une modification de la peau, c'est-à-dire, on a un aspect très caractéristique qui est l'aspect en peau d'orange, comme nous on appelle dans notre jargon l'aspect en peau d'orange. Vous voyez un peu les oranges. Bien sûr. La peau de l'orange, en fait, tu as l'impression qu'il y a de gros pores, genre les pores sont... C'est ça, voilà. Donc, au niveau du sein, vous allez remarquer qu'à un niveau, au niveau où il y a la masse, il y a cet aspect-là qui est caractéristique du cancer du sein. Quand on voit ça, on a l'impression que les pores ont grossi et ça ressemble vraiment à la peau d'une orange. Il y a aussi une rougeur. On peut avoir une ulcération, c'est-à-dire une plaie même au niveau du sein. Une plaie qui ne guérit pas, une plaie vraiment qui est suspecte. Il faudra consulter pour ça. Donc, on peut avoir aussi une rétraction du mamelon. C'est-à-dire, le mamelon est attiré vers l'intérieur, c'est-à-dire il ne sort pas. Vous avez l'impression qu'il est attiré vers l'intérieur du sein. Ça aussi, c'est problématique. Donc, pour résumer, je disais qu'il y avait une masse. On peut avoir une masse dans le sein. On peut avoir une déformation qu'on voit. C'est une partie du sein, on voit que ce n'est pas très normal. On peut avoir une modification au niveau de la peau, une rougeur. On peut avoir cet aspect en peau d'orange là. On peut avoir une ulcération, une plaie même au niveau du sein. On peut avoir un écoulement au niveau du mamelon, un écoulement spontané, alors qu'on est en dehors même de toute période d'allaitement. On peut avoir aussi des douleurs. Quand même, ça peut se manifester souvent par des douleurs. De fortes douleurs ou par des douleurs sporadiques? Non, à quelle fréquence? Des douleurs comme ça, vous constatez que par moments, c'est parce que c'est fait, c'est pas vraiment douloureux, mais c'est sensible. D'accord. Donc, souvent, on peut voir quand même des douleurs.
Et on a aussi souvent des boules dans les aisselles. Parce que je le disais tout à l'heure d'entrée de jeu que le cancer, en fait, quand il se développe, il ne reste pas là. Il peut aller ailleurs. Donc, dans les aisselles, vu qu'il y a des ganglions, quand il attaque les ganglions, vous allez voir qu'il y a des ganglions dans les aisselles. En fait, il y aura des boules. Ça aussi, il faudrait faire attention à ça. Ça, c'est au stade, au début. Embryonnaire. Mais quand c'est un stade avancé, très avancé, en fait, comme sous nos cieux, on découvre vraiment de façon tardive. Par moments, ça peut être même juste au décours de douleurs osseuses parce que le cancer a métastasé, qu'il est arrivé dans les os, donc il peut faire des douleurs osseuses en bas. On peut avoir des problèmes pour respirer parce qu'il allait métastaser au niveau des poumons et tout. Donc, c'est un peu ça. On peut avoir même un amaigrissement. Vous voyez, la femme, elle est amaigrie. Il y a beaucoup de choses, en fait, après. C'est une cascade, en fait, quand le cancer est très avancé. D'accord. Donc, c'est un peu ce que je voulais dire. Ok, merci beaucoup, docteur Touré. Docteur Adjé, vous voulez rajouter quelque chose? C'est très bien développé. D'accord, ok. Donc, on voudrait savoir justement, pour pouvoir détecter très tôt ces signes-là, quelles sont les méthodes de dépistage qui existent et quelles sont les fréquences pour lesquelles nous devons justement les pratiquer, ces méthodes de dépistage? Alors, j'aimerais de Allez-y. Aujourd'hui, à ce jour, la méthode privilégiée dont on parle un peu partout, c'est l'autopalpation. Parce que cette méthode-là permet en fait à toutes les femmes de constater assez tôt. On parle aujourd'hui de vérifier déjà devant un miroir. Donc, il y a d'abord l'autopalpation. Et cette autopalpation est conseillée à toutes les femmes. Donc, par exemple, quand on a fait l'autopalpation et qu'on a constaté qu'il y a une masse, qu'il y a un problème, qu'on a constaté un de ces signes, il y a un autre examen. Pour les jeunes dames, avant 40 ans, par exemple, elles se rendent généralement à l'hôpital, on fait l'échographie. On fait l'échographie chez les jeunes, les moins de 40 ans, elles vont tracer quelque chose. Maintenant, chez les femmes de plus de 40 ans, on fera la mammographie. D'accord. La mammographie pour vérifier éventuellement et essayer de confirmer. Okay. Donc, échographie avant 40 ans et mammographie après 40 ans. Voilà. La fréquence chez les dames de plus de 40 ans, c'est chaque 2 ans. Quand on a constaté qu'il y avait quelque chose, la mammographie, on la fera chaque 2 ans. D'accord. Et pour l'échographie? Pour l'échographie, quand elles s'y rendent, ça descend, si on a découvert, si c'est bénin, après on n'en fait plus. Donc, c'est plus dans le cas du suivi. Si c'est bénin, on n'en fait plus. Si l'échographie commence à confirmer, autant nous dit qu'on est vraiment des 20 cas, on fait d'autres examens pour pouvoir, notamment, on peut faire une biopsie, on fait des examens en appartement, on aura l'occasion d'en parler. D'accord, ok, merci. Et vous avez parlé de l'autopalpation et nous entendons vraiment ce terme, l'autopalpation. Et je voudrais demander à Dr Touré, comment se fait l'autopalpation? D'accord. L'autopalpation, en fait, c'est un examen très simple que vous pourrez faire, en fait, chez vous. Donc, que la jeune femme peut faire chez elle chaque mois. Et ce serait vraiment bien, en fait, de pouvoir avoir l'habitude de le faire. L'autopalpation, c'est simple. Vous êtes devant un miroir chaque mois après les règles. On le fait chaque mois après les règles. C'est très, très important de pouvoir vérifier ça très souvent. J'insiste, je voudrais insister chaque mois après les règles. Après les règles. Vous vous mettez juste devant le miroir avec les mains sur les hanches. Je ne vais pas faire tous les mouvements, mais avec les mains sur les hanches, vous vous mettez devant le miroir, face au miroir. Vous regardez dans le miroir. Vous regardez les deux seins. Vous avez l'habitude de regarder, vous regardez dans les deux seins. Est-ce qu'il n'y a pas une déformation quelque part, comme je le disais tout à l'heure? Est-ce qu'il n'y a pas un sein qui est devenu plus gros que l'autre? C'est vrai que je disais tout à l'heure que de manière anormale. Voilà, mais vous voyez qu'il y a vraiment quelque chose qui a changé. Il y a un qui est devenu super plus gros que l'autre, en fait. Et soit vous voyez ça, ou bien ça peut être une déformation. Vous voyez que genre là, il y a comme un truc, un relief qui s'est ajouté, en fait. Donc, vous pouvez regarder ça. Vous mettez de face, puis de profil. C'est important de regarder de face et de profil. D'accord. Maintenant, le sein, quand vous avez fini d'observer, vous allez toucher. Chez nous, en fait, on expecte, on regarde, on palpe. Okay. Donc, vous avez fini de regarder. Vous divisez un peu comme le sein en 4 cadrans. Il y a la partie externe, il y a la partie interne. D'accord. Donc, vous allez prendre la pulpe des 3 doigts bien à plat. Ce n'est pas la peine d'avoir les doigts crochus. Ne faites pas parce qu'il y a une glande. Dans le sein, il y a une glande. Il y a comme une boule. Vous allez penser que c'est... Non, ce n'est pas ça.
Donc, vous prenez la pulpe des doigts bien à plat sur le sein. Donc, vous écrasez le sein comme ça entre vos doigts. D'accord. Et vous faites comme des petits mouvements circulaires, comme ça, de la partie externe vers la partie interne. De la partie externe vers la partie interne. Donc, vous le faites bien comme ça. Et s'il y a quelque chose qui roule sous vos doigts, oui, genre s'il y a une masse, vous allez tout de suite le savoir. Vous le faites debout, puis couché. Quand vous faites coucher, vous voyez bien, en fait, vous allez pouvoir mieux apprécier, en fait. Parce que quand vous êtes couché, vous allez mieux pouvoir apprécier. Donc, d'abord debout, puis couché. Et puis, n'oubliez pas de vérifier dans les aisselles s'il n'y a pas de boule aussi, comme je le disais, parce que c'est un signe aussi. Vous vérifiez dans les aisselles s'il n'y a pas de boule. Donc, vous faites ça chaque mois. Ça ne coûte rien, en fait. C'est mieux, en fait, de faire comme ça chaque mois. Comme ça, dès qu'il y a un petit truc, on peut vite rattraper. Détecter, oui, c'est ça. Donc, c'est un peu ça. D'accord. Donc, vous voulez compléter? Oui, moi, quand on divise en 4 cadrans, il y a un cadran qui intéresse beaucoup parce que c'est le cadran où on a le plus de cancer du sang. D'accord. Le cadran supéro-interne. Donc, quand vous divisez le sein en 4 à partir du mamelon, le cadran à l'intérieur et au-dessus, c'est le cadran où on découvre le plus de cancer du sang. Donc, il faut vraiment insister là, vraiment bien le vérifier, hein, insister pour voir si éventuellement il y a ce niveau-là. Ok, ce sont tant de gestes qui sauvent et qui sont importants à faire et on le rappelle pour les femmes que chaque mois après les menstrues, il faut pratiquer l'autopalpation. Et ensuite, le docteur Adjé disait que lorsque nous divisons les seins en 4, la partie haute et interne est la partie la plus sensible pour détecter ce cancer-là. Donc, nous invitons vraiment... Oui, allez-y. On a eu dernièrement le témoignage, par exemple, d'une dame qui disait que quand elle avait vu les sensibilisations, elle était habituée à le faire, Et puis, à un certain moment, elle a relâché. Et puis un jour, lors d'une autre campagne de sensibilisation, on était à une conférence dernièrement, elle rendait son témoignage, c'est quelqu'un qui a vécu la maladie, qui l'a vécu. Mais elle me disait, elle avait complètement arrêté. Puis, peut-être quelques années après, lors d'une campagne, ils ont commencé à parler de ces puis comme lui, c'est quand elle s'est auto-parlé, constaté qu'il y avait quelque chose de nouveau. Il y avait une masse, on était des autres, c'était le cancer du sang. Mais je lui ai dit, si on prend l'habitude de ne pas abandonner, c'est une seule fois dans le mois après, de le faire sincèrement, ça aiderait et les médecins, et votre propre personne, et la famille, et les proches, parce que c'est une maladie qui éprouve des femmes. Oui. C'est une maladie très, très difficile. Merci, docteur, d'avoir partagé le témoignage de cette femme-là qui, justement, a relâché cette bonne pratique et qui, malheureusement ou heureusement maintenant, a pu vaincre cette maladie. Et c'est vrai qu'on est en train de parler des gestes, des signes pour les femmes, mais j'ai envie de poser la question. On a dit dans Tam que ça touchait les hommes. Comment ça se manifeste également chez les hommes? On parle plus des manifestations, mais du dépistage là-dedans, parce que la femme, naturellement, a un taux de taille, une poitrine vraiment bien grande. Je vais dire ça comme ça. Comparé à différents des hommes, ce sont les pecs, mais généralement, c'est là, c'est un tissu musculaire. Donc, dès qu'il y a le cancer, on le voit tout de suite. On le voit assez facilement. Chez les femmes, il y a nécessité d'aller faire l'autopalpation, mais chez les hommes, à moins qu'ils soient vraiment sur quoi on va leur demander aussi de palper. Chez les hommes, c'est beaucoup plus évident. Donc oui, ils peuvent aussi s'auto-palper s'ils ont un taux de poitrine assez grand. S'auto-palper pour vérifier aussi. C'est ça. Mais en dehors, ça se voit tout de suite. Ça se voit beaucoup plus facilement. D'accord. Ok. Merci beaucoup, docteur. Et maintenant, nous allons rentrer dans une question très pratique qui touche les traitements. Quels sont les traitements qui sont disponibles et est-ce qu'on a peut-être des coûts de ces traitements-là lorsque c'est détecté rapidement? Quels sont les traitements ou comment je veux dire ça, les mécanismes qui permettent justement de prendre en charge les patients? D'accord. Docteur Touré, allez-y. Il y a beaucoup de traitements. On ne va pas tellement s'étendre sur les traitements parce que ça relève vraiment de beaucoup de choses. Maintenant, les traitements, on a la chirurgie. Les traitements qui sont disponibles même en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, oui. On a la chirurgie. C'est-à-dire on peut opérer quand c'est découvert tôt. C'est pour ça qu'on insiste sur le dépistage précoce. Précoce, oui. Il faut savoir que quand un cancer est découvert rapidement,
9 cancers sur 10 qui sont découverts tôt peuvent être guéris. Wow. 9 cancers sur 10. Donc, c'est possible en Côte d'Ivoire ici. Il y a la chirurgie, comme je disais. La chirurgie peut être partielle ou totale, c'est-à-dire enlever totalement le sein. On n'a pas besoin d'enlever toujours tout le sein. C'est pas comment on appelle ça, c'est pas systématique, merci. C'est pas systématique. On peut enlever juste une partie de cette boule. Quand c'est pas assez gros, quand c'est découvert tôt, on enlève juste, on fait une résection partielle. D'accord. On enlève juste la partie, on vérifie dans le ganglion s'il n'y a rien et tout. Donc, ça, c'est la chirurgie. C'est ce qui concerne la chirurgie. On va rentrer trop dans les détails. La chirurgie. Il y a aussi la radiothérapie. Il faut rappeler qu'en Côte d'Ivoire, on a un centre de radiothérapie. Le CNRAO, qui est juste derrière le CHU de Cocody, qui fait beaucoup. Et depuis que ce centre est apparu, il y a eu une réduction de 25% de la mortalité du cancer. En fait, c'est un centre qui fait vraiment beaucoup de merveilles, je peux le dire ainsi. Et donc, la radiothérapie va consister, après qu'on ait fait la chirurgie, on va cibler la partie où il y avait le cancer, genre le sein qui était la partie malade, et on va envoyer des rayons pour éliminer les cellules, parce que ces cellules, c'est vraiment très microscopique. Donc, on va cibler les cellules qui sont peut-être restées. Donc, la radiothérapie va avoir pour but d'éliminer ce qui est resté même après la chirurgie. Donc, ça, c'était la radiothérapie. On a aussi l'hormonothérapie suppressive. Donc, vous devez savoir que, vu qu'on a parlé de cancer, il peut être hormonodépendant. Donc, il y a certains cancers où les hormones de la femme favorisent la multiplication des cellules cancéreuses. Donc, une fois qu'on détecte que c'est un cancer qui est hormonodépendant, on va donner des hormones on va donner des médicaments qui vont avoir pour but de diminuer le taux de ces hormones féminines dans le sang, afin de stopper l'évolution, la croissance du cancer en fait chez cette personne. On a aussi la chimiothérapie. La chimiothérapie, je pense que beaucoup de personnes connaissent la chimiothérapie. Et ont vraiment peur de la chimiothérapie à cause des effets indésirables. Il y a des gens qui se demandent, est-ce que la chimiothérapie tue? Les gens se disent que ça tue. Mais ça ne tue pas. C'est ce que beaucoup de personnes pensent. Comme tout médicament, il y a des effets indésirables. Et la chimiothérapie, en fait, c'est des médicaments qu'on va donner qui vont cibler les cellules cancéreuses et qui vont essayer de les détruire, en fait. Mais quand ils viennent, eux, ils ne regardent pas, en fait, genre, pour parler en termes simples, ils détruisent un peu beaucoup de choses. Donc, il y a la chute des cheveux, il y a beaucoup de choses, en fait. Il y a beaucoup de choses, chute des cheveux, plein de trucs, ça affaiblit. Mais sachez qu'avant de faire une chimiothérapie, on fait un bilan. On fait un bilan de la personne pour savoir est-ce que la personne pourra supporter cette chimiothérapie. Donc, on regarde tous les risques. Donc, il n'y a pas à avoir peur. Donc, ça, c'était la chimiothérapie. Il y a aussi l'hormonothérapie et il y a la thérapie ciblée. Les thérapies ciblées, en fait, ça sera des médicaments qu'on va donner. Parce que c'est vrai qu'il y a la possibilité que le cancer soit... les hormones multiplient, favorisent le cancer, mais il y a aussi une protéine dans le corps qui multiplie les cellules cancéreuses aussi. Donc, quand on détecte que ce cancer-là, il a cette protéine-là, on va donner des médicaments qui vont avoir pour but de détruire cette protéine-là pour ne pas que le cancer devienne encore évolue. D'accord. Voilà. Et ce traitement, vous avez dit que c'est la thérapie ciblée. Donc, on cible cette protéine particulièrement pour l'empêcher, en fait, d'augmenter la multiplication des cellules. Donc, si je veux résumer, j'ai dit qu'il y avait l'opération, donc la chirurgie. C'est possible de traiter en enlevant la partie. C'est vraiment un stade au début, en fait. Il y a aussi l'hormonothérapie suppressive, c'est-à-dire on va donner des hormones pour empêcher la multiplication. On va donner des médicaments qui vont diminuer le taux d'hormones dans le sang. Il y a la radiothérapie, il y a la thérapie ciblée. Donc, c'est des choses qu'on fait en Côte d'Ivoire et c'est vraiment, quand on détecte vite, il y a la possibilité de s'en sortir. Et pour compléter, il y a la chimiothérapie. Donc, c'est tant de traitements qui sont disponibles en Côte d'Ivoire et détectés plus tôt, comme le médecin disait tout à l'heure, 9 cas sur 10 sont guéris et c'est ce que nous voulons
vraiment pour nos femmes de pouvoir rapidement détecter ces signes-là pour que nos médecins en Côte d'Ivoire ici puissent utiliser tous ces traitements pour pouvoir sauver des vies. Et docteur Adjé, je ne sais pas si vous Oui, voulez peut-être juste pour compléter. préciser une chose, il faut relever le fait que les personnes à même de vous indiquer le traitement qu'il faut sur les spécialistes. Vous Ok. viendrez les voir en fonction du stade et qui détermine. Donc, ce n'est pas le patient qui arrive qui dit je souhaiterais qu'on me fasse la chirurgie, qu'on me fasse ceci. Et puis aussi, il faut préciser que on peut utiliser plusieurs traitements. Traitement. C'est-à-dire qu'il y a des traitements qui s'imbriquent. D'accord. Donc, on peut vous faire la chimie au départ, après vous faire la chirurgie et enfin terminer par la radiothérapie. En D'accord. fonction du stade, du niveau auquel le cancer est. Mais c'est le spécialiste qui est le plus à même d'indiquer le traitement adéquat. D'accord. Donc, faisons confiance à nos spécialistes et laissons-nous vraiment guérir par la science. Donc, je voudrais maintenant savoir comment c'est possible de prévenir le cancer du sein, docteur Touré. Comment c'est possible? D'accord, il faut savoir que déjà même d'entrée de jeu, Dr. Elos avait vraiment un peu rebondi dessus. C'est ça. Mais pour pouvoir prévenir, comme il a dit, au niveau des facteurs de risque, il y a des facteurs qui sont modifiables, il y a des facteurs non modifiables. Donc, pour pouvoir prévenir, en fait, on va tout de suite tabuler sur les facteurs qui sont modifiables. Donc, tout va dépendre de notre manière de vivre, ça va être notre mode de vie. Notre mode de vie. Avoir une alimentation saine, parce qu'il a dit, l'alimentation riche en graisse, riche en viande rouge est un facteur de risque. Donc, ce qu'on va faire pour prévenir naturellement, c'est d'avoir une alimentation qui est riche en fruits et en légumes. On revient encore à nos 5 fruits et légumes par jour. Il faut diminuer un peu. Il faut diminuer tout ce qui est gras, tout ce qui est viande rouge. Il faut vraiment diminuer un peu. Une autre chose, faire du sport. On ne le dira jamais assez, mais c'est des choses en fait vraiment sur lesquelles on peut jouer pour pouvoir au moins réduire l'incidence. C'est ce qu'on peut faire. Donc pourquoi pas faire ce qu'on peut. D'autant plus que ce n'est pas la peine en fait de rajouter sur les facteurs qui sont déjà non modifiables. C'est ça. Donc bouger, puisque la sédentarité est un facteur de risque, ça serait bien de pouvoir bouger, de pouvoir faire une activité sportive. Ça ne coûte rien en fait. Même si c'est une fois par semaine, si vous êtes très occupé, mais c'est déjà quelque chose en fait. Il y a ça. Il faut éviter le stress, parce que le stress aussi est un facteur de risque. Donc, éviter d'être vraiment trop stressé. Il faut éviter le stress au travail, le stress avec les enfants. Il faut faire ce qu'on peut pour vraiment être vraiment relax. Autre chose, le tabac, l'alcool, il faut réduire la consommation d'alcool, réduire la consommation d'alcool et éviter le tabac. C'est quelque chose qu'on peut faire. Donc, parce que le tabac, c'est le premier facteur de risque de cancer. Tous les cancers sont concernés, que ce soit le foie, le poumon, tout. Ce n'est pas seulement le cancer du sein, mais il faudrait pouvoir en fait faire ce qu'on peut. Au moins jouer sur les facteurs modifiables. Donc, éviter tout ce qui est tabac, réduire la consommation d'alcool, et puis il faut faire attention avec les contraceptifs oraux. Il faut faire très attention parce qu'on dit que c'est un cancer qui est entretenu par moment par les hormones féminines. Donc, déjà avec l'exposition que tu as sur une période depuis les règles ont commencé jusqu'à la ménopause, si tu dois encore ajouter cette exposition-là, tu dois encore augmenter, il faudrait faire attention à cela. Donc, c'est un peu ce que je peux dire. C'est pas si. Docteur Adjé, vous avez quelque chose à compléter. D'accord. Donc, vraiment, on insiste sur le mode de vie sain, l'alimentation, le sport, l'activité sportive. L'allaitement aussi. Ah, il y a l'allaitement. L'allaitement est un facteur protecteur. L'allaitement, le professeur disait ça dernièrement. L'allaitement, c'est vraiment un facteur protecteur. Donc, il faut encourager l'allaitement jusqu'à 18 mois. Okay. L'allaitement des enfants. On encourage donc toutes les femmes à allaiter de plus en plus sur une longue durée, donc 18 mois, comme disait le docteur, leurs enfants. À cet effet, j'aimerais interpeller quand même les autres. Laissez-vous allaiter leurs enfants. Laissez allaiter leurs enfants. Vraiment, c'est un cri de cœur. Et à côté de cela aussi, appeler tout un chacun. Faites quand même assez pour vos enfants, si vous pouvez en tout cas. Il n'y a pas de contrainte professionnelle. Pourquoi attendre longtemps?
faites assez tôt vos enfants et puis après, tranquillement, on continue à vivre la vie. Donc, ça permet de prévenir. Hein, C'est ça. Ok. Donc les hommes, laissez, je répète les mots du docteur, les hommes vraiment doivent encourager leurs femmes à allaiter sur la durée de 18 mois évoquée tout à l'heure, leurs femmes, et surtout pour les femmes qui le peuvent, hein, sans contrainte peut-être professionnelle ou autre, faire plus rapidement leurs enfants, c'est-à-dire avant 25 ans, si je me tiens à ce que vous avez dit, de pouvoir faire des enfants et de faire beaucoup d'enfants. Ça protège également du cancer du sein. Alors, on va parler peut-être de la promotion et de la prévention du cancer du sein dans la vie de tous les jours. Et je voudrais demander à Dr Adjei quelles sont les mesures que les femmes et les hommes pourraient prendre pour prévenir et pour faire la promotion de ce cancer. D'accord. On a parlé quand même assez bien des conséquences. Il y a tellement de choses quand on parle du cancer du sein. Et on a dit qu'il fallait vraiment le découvrir assez tôt. On a parlé même des mesures de dépistage. Pourquoi on insiste là-dessus? Pourquoi le monde aujourd'hui insiste là-dessus? Parce qu'on ne peut pas le nier. Le sein est une critère de beauté. C'est une critère. Ça fait partie de ses attributs de beauté. Donc ça fait peur à toutes les femmes, hein, que de perdre le sein. Quand on parle de cheville sur le plateau, ça a l'air simple, ça a l'air remédié, on en parle, on passe. Mais les gens qui vivent, les gens chez qui on découvre un cancer, je vous passe quand même, je ne vais pas vraiment revenir là-dessus. Mais c'est vraiment difficile de les convaincre. Comment on les convainc? Comment tu convaincs une femme qui est dans le pays? Donc c'est beaucoup, souvent il faut envoyer des psychologues, on parle et tout ça. D'où le meilleur moyen qu'on ait. Le meilleur moyen qu'on a aujourd'hui, c'est de sensibiliser. Et on les sensibilise à l'endroit des femmes. Parce que tout homme a forcément une chose. Forcément une amie, une qui connaît. Donc quand vous avez l'information, n'hésitez pas, on a dédié tout un mois à la cause. Les gens font le sport, plein d'organismes pour parler aujourd'hui du cancer parce que son incidence est trop. Son incidence est vraiment grave chez la population aujourd'hui. Donc, il faut faire de plus en plus attention. Ici, il y a un centre qui est ouvert. Le centre même est presque débordé. Il y a plein de cas. Il y a des moments, il y a une dame qui me disait, mais qu'on arrive, il y a des vieilles, plein de vieilles, des parents oubliés. On a découvert tardivement et souvent on ne peut plus rien faire. Donc quand on en parle, c'est indirectement, on parle tant, c'est le meilleur moyen qu'on ait. La même manière que le meilleur moyen de se prévenir, le paludisme aujourd'hui, c'est la moustiquaire imprégnée, on est allé jusqu'à distribuer les gens. Oui, notre moyen à nous aujourd'hui, c'est de faire cette prévention-là. Soyez des ambassadeurs auprès de toutes les dames que vous connaissez, sœurs ou pas sœurs, même votre femme. Il faudrait que des hommes encouragent leurs femmes. Tu as entendu par exemple parler du cancer du sein, tu vois à quel point les gens en parlent. J'espère que tu es autopathie, pourquoi pas les aider? C'est vrai qu'on parle du miroir, mais vous avez votre intimité. Donc madame peut voir, elle peut même commencer à s'inquiéter. Ah, il y a une boule dans mon sein. Tu parles également pour voir et après tu l'accompagnes. Parce qu'après, quand c'est tard, les divisions. C'est ça. Des séparations. Des séparations, hein, madame qui reste avec les enfants qui ne comprennent pas, il y a une paix qui reste pendant longtemps, c'est vraiment grave. C'est très difficile. Hein? Dépeigne cette laide d'image-là, mais il faut faire vraiment attention. Il faut sauver le plus de personnes qu'on puisse. Ok. Merci beaucoup, Dr Adjei, pour ce cri du cœur. Il y a un adage qui dit que le peuple périt par faute de connaissances et je pense que la sensibilisation contribue justement à pouvoir sensibiliser, informer et éduquer le plus de monde possible afin que rapidement nos sœurs, nos tantes, nos mères soient prises en charge. Donc, je pense que nous avons essayé de faire, hein, sauf si Dr Touré a des compléments à faire, le tour des questions importantes avec enfin le cri du cœur du Dr Adjei. Et nous voulons maintenant prendre vos différentes questions. Si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas à pouvoir nous les communiquer, de sorte à ce que les docteurs ici avec nous puissent prendre justement vos questions et y répondre.
Alors, nous avons quelques questions qui nous sont arrivées de nos différents internautes. Donc, je vais prendre le soin l'un après l'autre de vous les poser. Donc, il y a des personnes qui souhaitent savoir à quelle fréquence ils devraient faire l'auto-examen des seins. Donc, je pense que là, on parle peut-être de l'autopalpation. C'est vrai qu'on l'a dit, mais on va le redire vu son importance. Chaque mois, ça serait important de faire, ça ne coûte rien de faire l'autopalpation chaque mois après les règles. D'accord. Chaque mois. Donc, l'autopalpation se fait chaque mois après les règles. Le docteur a parlé également pour les femmes de avant 40 ans de faire des échographies au moins une fois l'année. C'est bien ça? Oui, chaque 2 ans, hein, quand on découvre une masse. Avant 40 ans, l'échographie. Voilà. Après avoir découvert quelque chose. Sinon, par l'échographie comme ça. D'accord. On va voir pour lui. C'est vrai que après ces frères tellement parlé de ça. C'est quand on découvre quelque chose qu'on va faire l'échographie. Normalement, le médecin en charge saura vous orienter après avoir eu les résultats de l'écho vers d'autres examens si nécessité. Après, ils m'ont demandé la fréquence de l'autopalpation. Le cancer des pneus frontaux. C'est vrai qu'on en parle, il n'apparaît pas pour disparaître. Donc, c'est pas la peine après les règles, toute la période après les règles, d'être tout le temps en train de s'inquiéter, de toucher ses seins. Une fois ou deux, ça va. Une fois ou deux, ça va. Quand vous l'avez constaté, vous reprenez l'examen le lendemain pour voir si c'est pas une erreur de jugement. D'accord. C'est vrai qu'on dit après les règles, mais peut-être c'est quoi, 2 jours, 3 jours après les règles ou on va dire que dans la période des 8 à 10, c'est-à-dire après les règles, hein, quand vous faites la lecture, d'autres vous diront juste après les règles, d'autres vous diront 8 à 10 jours après. D'accord. Donc, on va suivre dans cette fourchette-là, après les règles, la période jusqu'à ces 10 jours-là. Vous avez le droit. D'accord. Le droit, et on a dit 4 cadrans. Le plus important, le cadran haut interne. On le dira jamais assez. Donc, je pense c'est bon, docteur? Ok. Donc, il y a une deuxième question qui demande encore une fois, est-ce qu'il existe un régime alimentaire pour éviter le cancer du sein? Je viens de répondre, je vais laisser le docteur Adjé répondre à ça. Il existe une alimentation saine. Parler de régime alimentaire, ça revient peut-être à aller voir des diététiciens. Hein? Eux, par exemple, nous parleront de légumes qui permettent de prévenir le cancer du sein, hein, consommer le verre, des choses comme ça, mais c'est vraiment leur spécialité. Chacun son domaine. Donc, on va vous orienter plus vers un diététicien pour qu'il fasse le régime. Mais déjà, on vous prévient des choses qu'il faut éviter de consommer à l'excès. Par exemple, rouge, on en a parlé, pour réintroduire, même quand vous mangez, on est encore du même quand vous mangez votre GABA. Ou la sauce graine. Voilà, ou la sauce graine, mais le GABA particulièrement, mettez des condiments là-dessus. On le mange 3 buts là avec l'huile, tout ça. Aussi, il faut faire attention à l'huile. Ouais. Vous avez insisté sur le gras. Voilà, le gras. Et dans notre domaine, on parle des radicaux libres. Hein? Oui, les femmes qui n'ont pas envie de vieillir, ça plus quelque chose à consommer trop de radicaux libres. Je sors du sujet, mais tout ça, ça a des incidences sur l'organisme globalement. Peut-être il faut expliquer ce que c'est que les radicaux libres. Les radicaux libres, ce sont des choses qu'on trouve dans le gras. D'accord. Ce sont des trucs qu'on trouve dans le gras chauffé. Quand on chauffe, les radicaux libres ont des incidences sur tout l'organisme, ils fatiguent, tout ça. Donc, il faut les éviter. Donc, moi, je prends typiquement l'exemple de l'huile qu'on a trop utilisée qui devient jusque noire. Ok, je vois pourquoi vous insistez sur le GABA. Donc, on l'utilise à outrance, on fait juste attention. D'accord. Quand on a les moyens, on fait son GABA à la maison. Bon, si on va, il ne faut pas le consommer abusivement. D'accord, merci. Il y a une personne qui demande également, existe-t-il des ressources locales ou nationales pour le soutien, l'information et le dépistage du cancer du sein? Oui, bien sûr. On a parlé tout à l'heure du CNRAO, le Centre national de radiothérapie. En Côte d'Ivoire, c'est vraiment un centre qui est spécialisé, le CNRAO, qui est vraiment spécialisé en fait dans la lutte contre le cancer du sein. Il y a même le service de cancérologie au CHU de Treichville qui s'occupe de tout ce qui est sensibilisation. Donc, il y a des cancérologues et il y a même des ONG qui sensibilisent tout le temps sur le cancer, sur tout type de cancer. Vous allez voir qu'il y en a plein. Mais sur ce qu'on sait, le CNRAO, le Centre national de radiothérapie, qui est juste derrière le CHU de Cocody, qui s'occupe vraiment
de tout ce qui est cancer, cancer du sein et tout, qui font la promotion, la sensibilisation. Il y a le service de cancérologie qui est situé au CHU de Trècheville, qui s'occupe de tout ce qui est cancer, qui parle de sensibilisation et tout, qui informe beaucoup. Ils ont même organisé des journées ce mois-ci. Et D'accord. aussi à l'intérieur du pays, on a le CHU de Boaké Ok. qui s'en occupe également. Ok. Ok. Donc, à Abidjan, on a les deux centres au CHU, voilà, le CNRAO. CNRAO qui est Le au, Centre national de radiothérapie Alassane Ouattara. voilà, qui est au CHU de Cocody. Derrière le CHU de Cocody. D'accord. Et on a un centre également. Il y a le service même de cancérologie de Côte d'Ivoire. Le service de cancérologie, il est au CHU de Trècheville. D'accord. Donc, c'est tant d'endroits justement où on peut aller prendre des informations et aussi se faire dépister. Je pense que là, on a déjà répondu à cette question, mais vu son importance, on va encore la reposer. Il y a quelqu'un qui aimerait savoir quels sont les signes précoces du cancer du sein. Je vais vous laisser répondre puisque tout à l'heure. Donc, on parlait de signes précoces du cancer du sein. On a notamment surtout joué sur la masse qu'on découvre. Le but véritable du dépistage précoce, je veux que les gens, même s'ils n'ont rien retenu comme signe, retiennent cette histoire de boule, de masse qu'on trouve dans le sang. Parce que c'est une réaction en cascade. C'est après, par exemple, que vous allez découvrir un écoulement mammaire. C'est après que vous allez découvrir la rétraction du mamellon. C'est après que vous allez voir, quand on regarde la peau on regarde du sein va avoir cet aspect en peau d'orange. Un aspect caractéristique dont on a parlé. C'est après même que dans le développement de cette masse, puis ça va commencer à prendre la proportion. Vous allez voir qu'il y a un relief au niveau du sang. Donc, ça se fait beaucoup plus remarquer quand vous êtes en train de regarder dans le miroir, tout ça. Déjà, retenez que généralement, c'est au début du constat de cette masse-là qu'il faut déjà aller à l'hôpital pour voir. Aussi préciser que ce n'est pas toutes les masses dans le sein, ce n'est pas toutes les boules qui sont cancer. Parce qu'il y a les tumeurs bénignes qui sont d'ailleurs facteurs de risque. Donc, si généralement on vous dit que vous avez des petites boules dans le sein, mais ce n'est pas le cancer, que c'est bénin, sachez que vous êtes plus susceptible. Parce que qui fait petit frère du cancer peut faire cancer. Voilà. C'est bien dit. D'accord, merci beaucoup, docteur Adjé. Et nous avons une question de quelqu'un qui dit, et c'est une question qui a fait rire cette semaine sur les réseaux sociaux, mais en fait, c'est une question très importante. Donc, la personne dit, on a entendu dire que les femmes doivent laisser leur mari, je sais pas comment, sucer les seins, si on peut dire ça comme ça. Et qu'est-ce que les docteurs ici présents disent par rapport à ça? La personne a posé la question de manière crue, je la répète telle qu'elle. Je crois qu'on s'est vu même le samedi, j'ai intervenu là-dessus, mais lecture a été faite. Et j'aimerais quand même corriger une erreur que dernièrement faite d'après mes dernières lectures. C'était directement lié à l'allaitement. D'accord. Premièrement, la solution, c'est lié à l'allaitement. On a dit que l'allaitement permettait de prévenir. Donc, le premier rapport qui a été établi, c'est que l'allaitement, donc la succion des bébés, permettait essentiellement de prévenir, de réduire les risques d'avoir un cancer du sein. Cependant, dernièrement, des recherches prouvent, et on a prouvé que, en fait, ce n'est pas que l'allaitement qui tente à prévenir le cancer du sein, mais naturellement l'hormone que la femme sécrète au décours de la succion permet de prévenir le cancer. Donc, ça veut dire que toute succion, les grands enfants comme des petits enfants, permet de prévenir le cancer du sein. Voilà. Donc, c'est vrai. D'accord. Vous voulez rajouter quelque chose, docteur? Il a tout dit. Donc, je pense qu'on a répondu de manière très claire à la personne qui se posait cette question et à toute autre personne qui se posait également la même question. Donc, est-ce qu'il existe des antécédents familiaux de cancer à prendre en compte? Je pense qu'on l'a évoqué tout à l'heure avec le fait que dans la famille, si quelqu'un a eu déjà la maladie, mais je vous laisse... Le niveau le plus alarmant que chez nous on appelle le premier degré.
Vous verrez même quand on a expliqué l'histoire d'Angelina Jolie, qui ayant constaté que sa soeur et sa mère avaient fait le cancer du sein, s'est fait de prévention, une ablation des seins. Donc, s'est fait des implants mammaires en remplacement. C'est pas excessif, ça? Sincèrement, quand on voit la souffrance de certaines femmes, je ne jugerai pas ça. D'accord. Tu as les moyens, tu prends les mesures. Parce que si tu attends que, on sait que par exemple, tu passes des 10% à 50% de risque de développer un cancer du sein. D'accord. Et puis tu veux jouer sur des facteurs, on va dire, modifiables. Mhm. Et puis finalement, ça arrive, Ouais. quand on doit porter atteinte à tes seins, tu prends conseil finalement. D'accord. Donc on va laisser les Angelina Jolie, si elles le peuvent, aller faire cet examen-là, se mettre des implants. Ok. Et puis celles qui ne le peuvent pas, notamment, oui, ouais, il y a le premier degré, comme vous le constatez. C'est à vous de faire beaucoup plus attention. Parce que je le disais, la première femme qui a développé le cancer du sein, il n'y avait aucun antécédent. Wow. C'est certainement, oui, naturellement. Bah oui. Je vais dire, la première personne à avoir eu Oui, le effectivement. VIH-Sida, personne ne lui a transmis. Ça s'est fait par C'est autre vrai. type de transmission. Donc la première femme qui l'a eu, c'est pas qu'il lui a transmis génétiquement parlant. Donc c'est certainement parce que elle n'a pas tellement joué sur les facteurs de risque influençables, les facteurs modifiables. Donc ça aura forcément une incidence. On vous demandera juste de vous particulièrement faire beaucoup plus attention à votre alimentation, à votre train de vie, tout ça, pour qu'éventuellement vous ne soyez pas dessus. Parce que 50%, c'est 50%. Le verre, il est à moitié vide ou à moitié blanc. Donc on le prend dans le bon sens pour, voilà, essayer, tant bien que mal, de ne pas avoir le cancer du sein. D'accord, merci beaucoup, docteur. Et pour la dernière question qui nous arrive, ça parle du stress. Parce que tout à l'heure, vous avez parlé du mode de vie sain, le sport, et vous avez dit un facteur très important, et je pense que c'est un facteur de beaucoup d'autres maladies, c'est le stress. Et la personne demande, est-ce qu'il existe des méthodes ou des moyens pour gérer ce stress-là? Oui. Le stress, en fait, moi, ce que je considère le sport, faire le sport, ça évite aussi le stress. Ça permet en fait aussi de lutter contre le stress. Donc, faire un sport qu'on aime bien. Un sport, j'en parle, un sport super, comme pour les athlètes, mais quand même un sport que vous aimez bien, ça peut permettre de réduire le stress. Et puis aussi, il faut tabuler sur les facteurs en fait de stress. C'est-à-dire, je ne sais pas si c'est les enfants qui stressent. En tout cas, en fait, voir comment on peut faire de notre mieux pour revoir le stress. Qu'est-ce qui nous met le stress? Qu'est-ce qui nous met la pression, beaucoup de pression? On devrait pouvoir réduire ça, en fait, jouer sur à ce niveau-là, faire ce qu'on peut. Si c'est peut-être dans le foyer, je ne sais pas, si c'est le mari qui nous stresse, pouvoir discuter un peu avec lui, voir en fait comment, parce que le stress, en fait, c'est invivable. Quelqu'un qui est toujours stressé, c'est même pas seulement le cancer qui peut faire beaucoup d'autres choses, l'ulcère, tout. C'est ça. Tout un tas de choses. La dépression, qui est justement aussi... Bon, les rajouter. Concernant le stress, je crois que Amatoula, il disait, pour blaguer une fois, il dit qu'il a pris un pot de sucre avec beaucoup d'insectes là-dedans. Il a dit, hey, vous allez avoir le diabète. Il dit que les insectes ont fui pour lui. Mais souvent aussi, il faut le dire au patron ou encore à l'occasion d'un octobre rose. Il faut dire, ah patron, j'ai compris ce que vous m'avez demandé de faire, mais le stress, sachez que ça donne le cancer du sein, je veux l'éviter. Juste pour taquiner un peu, ou le dire à son mari, chérie, c'est vrai qu'on est tous stressés là, mais trop de stress, on nous a dit que c'est dans le cancer du sein. N'oublie pas, et aussi à ces gens-là qui sentent que leurs épouses ou bien faites des sorties, apprenez à déstresser. J'ai dit, il y a le sport, c'est vrai, mais il y a d'autres moyens. Déjà, déterminer la cause pour laquelle on est toujours stressé, et puis jouer sur elle pour évacuer au mieux son stress. D'accord, ok. Merci beaucoup. Je pense qu'on a eu beaucoup de méthodes, le sport, la détente, être dans des environnements favorables ou propices justement à notre calme et à notre détente peut nous aider également à ne pas développer le cancer du sein. Alors, il y a quelqu'un qui a suivi et qui souhaite vraiment que vous encore expliquiez la méthode de l'autopalpation. Vraiment, c'est une demande. Donc, je vais vous laisser répéter à nouveau. D'accord, je disais que l'autopalpation, en fait, il fallait se mettre devant le miroir. Donc, on se met devant le miroir après les règles.
chaque mois, on met déjà les mains sur les hanches, on regarde de face les seins, puis on se met de profil, on regarde en fait s'il n'y a pas eu, s'il n'y a pas de déformation, s'il n'y a pas quelque chose en fait d'anormal, s'il n'y a pas un sein qui est beaucoup, beaucoup plus gros que l'autre, on regarde ça déjà. Et puis ensuite, on va palper, c'est-à-dire on va prendre la pulpe des 3 doigts là, bien à plat sur le sein. On ne fait pas les doigts crochus, mais plutôt à plat sur le sein. On divise le sein à partir du mamelon en 4 cadrans. Donc il y a un cadran externe, genre il y a un cadran supéro externe, supéro interne, inféro interne, inféro externe. Ok. Et en fait, comme des petits cercles, genre juste des petits mouvements circulaires comme ça, bien à plat sur le sein, pour examiner, pour voir est-ce qu'il n'y a pas de masse, il n'y a pas quelque chose qui nous roule sous les doigts. On fait ça debout, puis couché. On fait ça aussi couché. On examine dans les aisselles pour voir est-ce qu'il n'y a pas de boule dans les aisselles, parce que ça peut être aussi un signe de révélation. On peut, à la fin, je ne sais pas si j'ai dit ça au début, on peut presser juste un peu le mamelon pour voir s'il n'y a pas d'écoulement. Okay. Donc, c'est important aussi de faire ça. Je pense que c'est bon. D'accord. Ok. Donc, je pense qu'on a pu encore répéter toutes les étapes de l'autopalpation et on espère que entre 8 et 10 jours après les règles, toutes les femmes qui nous suivent là vont pouvoir pratiquer cette méthode-là. Et récemment, sur les réseaux sociaux, il y a une dame justement qui a subi une ablation d'un de ses seins et qui évoquait comme ça le manque de soutien de ses proches. Et il y a quelqu'un ici qui voudrait vraiment savoir quelles sont les méthodes ou les moyens ou comment cette personne-là pourrait aider une personne qui souffre du cancer du sein. D'accord. Comment on peut aider, oui, voilà. En fait, déjà, vous traitez ces personnes-là comme tout être humain. Il ne faut pas être focus sur les maladies. Arrêtons d'être focalisés sur la maladie d'une personne. La meilleure façon, en gros, d'aider une personne qui atteint le VIH-Sida, c'est de ne pas la stigmatiser. Elle est là, il faut qu'elle vive comme tout le monde. Et je tiens à préciser, puisqu'on en parle maintenant, le cancer du sang n'est pas contagieux. Il n'est pas contagieux. Donc, techniquement, on vit avec la personne, on peut manger dans les mêmes plats, on la traite comme tout le monde. On la traite vraiment comme tout le monde. Et naturellement, elle doit être même au petit soin. Tout le monde va sentir la chaleur humaine. Mais malheureusement, on découvre que certaines personnes, souvent, se disent qu'elles n'étaient pas prêtes pour ça, elles ne sont pas engagées pour ça. J'aimerais lancer un appel. Vous savez, souvent, en relation, surtout, ce qu'on a constaté, c'est que c'est une zone d'émission. De la même manière que les dames, généralement, en même temps, vous faites votre accident de la voie publique et que vous en putez un pied, elles ne vous abandonnent pas pour autant. Il faudrait qu'on puisse tous arriver à cette réalité-là. On a juste amputé un sang. On vit après. C'est la mère de nos enfants. Il y a beaucoup de projets, mais on connaît des hommes qui on a découvert le cancer juste avant le et se sont mariés avec leur dame. On a dit comment guérir. C'est une belle preuve d'amour. 9 cancers sur 10 découverts précocement se guérissent. Donc, ce n'est pas la peine de les fuir. Ça ne sert à rien. Ça ne sert vraiment à rien. Il faut les soutenir, il faut les épauler. Il y a aujourd'hui des associations, des ONG qui militent dans ce sens. Pourquoi pas? Chacun d'entre nous devrait le faire. Chacun d'entre nous devrait le faire dans son quotidien. Déjà, on a dit, on a parlé de sensibilisation. Ça te tient à cœur, mais même quand on arrive à la réalité du cancer, déjà garder à l'esprit que 9 cas sur 10 se traitent, soutenir sa femme, l'accompagner, que ce soit sa soeur, que ce soit l'accompagner, la soutenir pour qu'elle guérisse. Et même quand ce n'est pas le cas, quand on rentre dans le drame du palliatif, parce qu'on a découvert trop tardivement, c'est généralement chez les personnes à un âge beaucoup avancé. On n'abandonne pas sa mère parce qu'elle a un cancer puissant. Il faut rester là. Papa ne doit pas abandonner maman. On a vécu toute une vie. Il faut le soutenir. On soutient tout le monde dans la maladie. Personne ne commande pour avoir la maladie. Personne ne dit ah, j'aime bien la maladie, il faut qu'elle vienne. Elle tombe là-dessus, il faut s'épauler. C'est ça. C'est notre cri du cœur, il faut s'épauler, il faut garder, il faut rester auprès de ces personnes. C'est là qu'elles ont le plus besoin de nous. Et puis, faire le lâche. Puis, quand il y a la maladie, tout le monde peut le faire. C'est ça. Les héros, c'est ceux qui restent. Être un héros, c'est rester. C'est bien ça.
Merci beaucoup. Être un héros, c'est rester. Et j'ai envie de dire que l'amour supporte tout. Et justement, l'amour se prouve dans les moments les plus difficiles. Et on peut aider nos sœurs, nos mères et même nos frères, puisqu'on disait d'entame que les hommes étaient concernés par cela. Donc, ce n'est pas un moment justement de fuir ces personnes-là qui sont malades autour de nous, mais c'est justement l'occasion pour nous de démontrer l'amour que nous éprouvons pour ces personnes-là et les soutenir tant bien moralement, physiquement, de par notre présence et pourquoi pas financièrement aider ces personnes-là par le biais d'ONG ou bien même par le biais je pense, du service de cancérologie également, qui sont justement des preuves d'humanisme à faire de notre part pour pouvoir aider ces femmes-là. On rappelle que détectées très tôt, 9 femmes sur 10 guérissent du cancer. Donc, il y a encore des questions qui arrivent. Comme par exemple, on demande si un parent a déjà été malade, est-ce que les enfants ont des prédispositions? Oui, on l'a dit tout à l'heure, les antécédents familiaux. Si la mère a eu un cancer du sein ou la sœur, on est un peu plus exposé, le risque est multiplié par 5. Si c'est une tante ou une cousine aussi, le risque est moindre, mais c'est aussi un facteur de risque. Donc, si on a eu un parent qui a eu un cancer du sein, on est susceptible de le faire. D'accord, merci. Il y a quelqu'un qui voudrait savoir, est-ce qu'il existe des conseils pour maintenir une qualité de vie pendant et après le traitement du cancer? Parce qu'on sait qu'avec la chimiothérapie, là, c'est très, très, très difficile avec la perte des cheveux et d'autres conséquences. Est-ce qu'il existe Oui, il existe une suivi dans ce sens, mais ça relève vraiment de la compétence des spécialistes. On vous dira naturellement, puisque on vous suit tout le temps de traitement, ce que vous devez manger, ce que vous devez éviter. Durant chaque étape du traitement, on vous dira ce que vous pouvez faire et ce que vous ne pouvez pas faire. Ok. Donc, même des associations, ces femmes-là vivent, elles ont des associations ensemble où elles partagent en fait leur expérience et où vraiment en fait elles continuent de vivre leur vie en fait, tout simplement. Et elles sont vraiment épanouies. L'essai, c'est de se mettre ensemble, de ne pas vivre seul cette maladie en fait, mais on se met ensemble, chacun partage son expérience et puis on arrive facilement à vaincre. C'est ça. Mais est-ce que pendant justement le traitement, l'impact sur la qualité de vie quotidienne, est-ce que quelqu'un qui est en plein traitement peut continuer ses activités professionnelles? C'est difficile. Déjà, si la personne est en train de faire une chimiothérapie, en tout cas dans les débuts, c'est difficile. Après, un peu, la personne se rétablit, mais c'est pas la peine de se blaguer. Pendant une chimiothérapie, la personne est vraiment affaiblie, c'est difficile pendant ce temps-là. Mais il y a une période, quand ça passe, tu ne reconnais même pas si la personne ne t'a pas dit, en fait, que genre j'ai été malade du cancer du sein, tu ne sauras pas, en fait. Parce que ça ne se lit pas tout de suite. La personne reprend vie véritablement. D'accord. Merci. Et il y a une question très importante ici qui nous est venue, qui demande est-ce que ou comment le cancer du sein peut affecter la fertilité? Directement, non, il n'y a pas d'implication. Directement, non. Mais j'ai pas encore vu. Je vous ai dit à quel âge généralement le découvert le plus majoritairement. Autour de 45 ans sur nos contrées. Les femmes sont généralement ménopausées. Donc, les grossesses, on les a déjà eues. On va revenir vraiment tabuler sur l'incidence sur la fertilité. Après, quand une personne est malade, même dans n'importe quelle maladie, la personne ne pense pas forcément pour création. Donc, aussi le volet psychologique qui joue. Donc, même si on mène des études dans ce sens, ça peut être guéri. Parce qu'une femme qui a perdu un sein, je me suis dit, à quoi bon faire encore un enfant? Donc là, c'est plus la maladie, c'est une décision personnelle. Et aussi, là, le découverte, on dit non. On va découvrir le cancer du sein à 50 ans, tu dis, ah, ménopause, donc. D'accord. Voilà. Vous voulez compléter? Non, ça va. Déjà, pas forcément une implication tout de suite là, mais peut-être souvent les traitements peuvent l'affaiblir. Donc, dans cette période-là, particulièrement de traitement de chimiothérapie, ça sera difficile de peut-être faire un enfant, mais avant ou après, comme il a dit, il n'y a pas d'impact. D'accord. Je pense qu'on a fait le tour des questions qui nous sont venues et on va conclure. Moi, pour ma part, j'ai été vraiment
très, très heureuse de partager ce moment avec vous où j'ai en tout cas appris de nouvelles choses sur cette maladie, tant bien sûr les facteurs de risque modifiables et non modifiables. Et j'ai compris également que le mode de vie pourrait être vraiment quelque chose qui pourrait nous sauver la vie. Et je vais d'abord laisser le docteur Adjé conclure, puis le docteur Touré. D'accord, nous aussi, nous avons été très ravis. Personnellement, j'ai été très ravi de pouvoir encore échanger là-dessus. Sensibiliser, c'est la plus grande arme qu'on ait aujourd'hui. Donc, vraiment très heureux de pouvoir parler aux gens autour du cancer, leur dire que c'est pas une fatalité. C'est pas une fatalité. Découvert-on, sinon tous, on porte, je dis, cette blouse invisible-là, de se faire sensibilisateur autour de nos proches. On gagnera à sauver de plus en plus de femmes. Le rappeler, même en tant qu'époux, ça serait bien. Donc, c'est ce que je peux dire pour la fin. Faites-vous, soyez des sensibilisateurs auprès de vos chers, auprès de vos parents, même pour les parents qu'on oublie souvent au village. Voilà, appelez maman, maman, j'espère que voilà, ton sein, il n'y a pas quelque chose dedans. Parce que c'est aussi que ces personnes qu'on découvre par moment assez tardivement. Donc, c'est vrai qu'elle n'est pas là, mais c'est une femme. Donc, se souvenir, rappeler, j'espère que ça va, le sein n'a pas de problème, j'espère qu'il n'y a pas une blessure, tout ça. On va te demander, mais est-ce que tu es médecin? Je ne suis pas médecin, mais j'ai appris dernièrement qu'il y a des maladies qui vous concernent plus que d'autres personnes. Voilà pourquoi je t'appelle, parce que aussi je t'aime, je ne souhaite pas que tu aies cette vie-là qui est vraiment compliquée. Un petit mot en conclusion pour les hommes. Les hommes, je vais rester sur la dernière découverte. La dernière découverte, la succion permet de réduire les risques d'avoir un cancer du sein. L'allaitement également. Donc, c'est bon pour les grands enfants, mais c'est aussi bon pour les petits enfants. Donc, voilà. Soyez aussi sensibilisateurs et puis aidez vos femmes. Aidez. Il faut aider la femme. On dit que c'est elle qui donne la vie, il faut la soutenir. C'est pas le moment de fuite. Il n'y a pas de fuite en avant. Il faut soutenir les femmes. Il le faut. Surtout pendant cette période-là. C'est ça. Merci. Soutenir les femmes et se surveiller également, vu que les hommes aussi sont concernés. Docteur Touré. J'étais aussi ravie de partager ce plateau avec vous. Ce que je peux dire, c'est qu'au niveau de cancer, le cancer du sein ou même tout cancer, en fait, c'est un problème de santé publique. C'est une maladie qui est vraiment incidente. C'est ça évolue, en fait. L'apparition de nouveaux cas de cancer, il y a beaucoup de personnes qui sont touchées. Et c'est vraiment, en fait, de prendre à cœur la sensibilisation, de disons pas, ça n'arrive pas qu'aux autres, en fait. Tout le monde est concerné. Et le problème en Côte d'Ivoire et en Afrique, c'est qu'on le découvre à des stades tardifs. On continue de découvrir le cancer à des stades de métastase où c'est parti déjà dans le sang. Et c'est compliqué. C'est pour ça que les gens pensent qu'on n'en guérit pas. Pourtant, si c'est vite découvert, on pourra, en fait, prendre en charge. Donc, il faut vraiment que chacun puisse puisse se surveiller lui-même pour qu'on puisse faire de la médecine préventive plutôt que curative. Au moins, quand on joue beaucoup sur les facteurs modifiables et tout, et si jamais on n'a pas pu assez jouer sur les facteurs modifiables et que quelque chose est apparu, qu'on puisse le découvrir assez tôt pour pouvoir le prendre en charge. Ne pas, en fait, être à un stade où c'est compliqué. Donc, c'est vraiment le cri de cœur qu'on lance en Afrique. C'est difficile. Les gens cachent ce genre de choses. Ils se disent que c'est tabou. Et quand les malades arrivent, c'est à vraiment des stades très avancés. Donc, c'est le lieu vraiment de prendre cela à cœur, de se dire que ça n'arrive pas qu'aux autres. Tout le monde est concerné. Et on devrait pouvoir vraiment sensibiliser aussi autour de nous. Ok. Merci beaucoup, docteur. Donc, c'est sur ces mots que nous allons terminer notre séance de sensibilisation. Je pense qu'on a eu vraiment des excellents échanges et des excellentes informations. Chacun de nous maintenant sait comment on peut justement prévenir toutes ces maladies-là, cette maladie-là. Et merci à tous de nous avoir écoutés. Bonne journée à tous.